aventure. Ombre portée. Une pièce de Philippe Clé. Avec Georges Vode, André Neury, Sacha Solnia, Georges Milot, Claude Parra, Gérard Carra, Olivier Brun, Robert Schmid, Marie-Françoise Barbe, André Hamon et Erika Densler. Assistante Geneviève Bovard. Mise en onde Éric Miche. De Philippe Clé, Ombre portée. Moi, ce que je t'en dis, c'est pour ton bien. Alors continue à jouer les cartes, mais je te jure que ça ira mal pour ton matricule. Tu nous prends vraiment pour des cons, Julien. Mais je vous jure que je passais. Ma seule faute, ça a été de passer dans ces trucs quand il fallait pas. C'est tout. Ben voyons, il est parfaitement logique de passer dans une rue à 3 h du matin avec un soufflant dans la poche, une caisse à outils de plombier sur l'épaule, juste au moment où 2 cambriolages sont signalés dans la dite rue. Mais est-ce que j'avais des choses volées sur moi, hein? Ah non, ça t'avait rien de volé sur toi. T'es pas fou. Et justement, pourquoi un soufflant alors? J'ai peur. Oh, pauvre vieux, t'as peur. Mais de qui, hein? De qui? Des truands. Ah, parce que toi t'es un enfant de cœur. T'es pas un truand. Non, du moins je ne le suis plus. Je suis plombier zingueur. Plombier zingueur. J'ai bien l'impression que les seuls zincs que tu connais soient ceux des comptoirs de bistrot. Bon, ben, moi j'ai pas de temps à perdre, j'ai pas l'intention de passer ma journée avec toi. Tu veux rien dire? Parfait, ben tu iras passer quelques jours à l'ombre, ça te fera pas de mal. Georges, emmène-le. Bien, inspecteur. Allez, c'est pas mal. Oh, dites, inspecteur, il y a encore un type qui voudrait vous parler personnellement. Qu'est-ce qu'il veut? Hein? Ah non, je sais pas, inspecteur. De quoi a-t-il l'air? Il a l'air d'un type bien, mais moi je me fie pas aux apparences, vous savez. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a pas l'air gai. Bon, ben fais-le entrer. Ok. Alors, allez. Voilà où tu continues à t'occuper de cette enquête sur les vols de la rue de la Condamine. Ouais. Tout le dossier là. Ah, ben on peut pas dire que je vais plier tout le poids. Il est bien mince ce dossier. Allez, salut. Salut. Monsieur, si vous voulez bien vous asseoir. Merci, monsieur l'inspecteur. Que puis-je faire pour vous? Voilà, monsieur, j'ai longuement hésité avant de venir vous voir et puis j'ai pris courage. Mais maintenant, devant vous, j'hésite de nouveau. Osez, monsieur, osez. C'est que dès que j'aurai commencé à parler, vous allez me prendre pour un fou. Mon Dieu, monsieur, à première vue, sûrement pas. Monsieur, ce que je vais vous dire est tellement étrange. Mais je vous prie de considérer que je ne suis pas fou, puisque j'ai conscience de l'étrangeté de ce que je vais vous conter. Bon, ben, allez-y, monsieur, allez-y. Je suis tout oui. Voilà, monsieur. Mon ombre ne m'appartient pas. Pardon. Mon ombre ne m'appartient pas et je voudrais porter plainte pour usurpation d'ombre. Oui. Je m'appelle Henri Véron. J'ai 51 ans. Et tout a commencé il y a exactement 11 ans, pendant des vacances que je passais avec ma femme sur la côte d'Azur. J'ai vraiment chaud. Oui, ma Et chérie. moi, je ne supporte pas ces chaleurs. Je me sens moite. J'ai l'impression que la poussière s'accroche à moi. Oh là là. Mais quelle idée aussi de passer ses vacances à Cannes. Sans compter qu'ici, la vie est hors de prix. Oui, ma chérie. J'aurais dû suivre ma première idée et aller passer le mois d'août en Auvergne. Enfin, c'est bien pour te faire plaisir que j'ai accepté de venir ici. Mais c'est toi, ma chérie, qui a voulu. C'est parce que je sentais que tu voulais venir sur la côte, c'est tout. Mais non, ma chérie, moi, ça m'était égal. Mais oui, on dit ça maintenant. Enfin, on y est, hein. Bon. Nous irons déjeuner dans ce petit restaurant au bord de la mer. Au moins, on aura un peu d'air. Bien, ma chérie. Mais avant, je veux faire un peu de lèche-vitrine. Et ensuite, j'irai chez le coiffeur. Bien, ma chérie. Pendant ce temps, tu m'attendras à l'hôtel. Et tu écriras les cartes postales que j'ai achetées. Bien, ma chérie. N'oublie pas de faire un chèque pour l'assurance de la voiture. Et d'en envoyer un autre pour le loyer. Ah. Oui, ma chérie. Ah, mais cette chaleur. Non, c'est pas possible. Chaud.
Vous pourriez croire, monsieur l'inspecteur, que j'étais, comment dire, effacé, timoré devant ma femme. Non. Oh, bien sûr, elle était très autoritaire d'un caractère entier, mais ce n'était pas une mauvaise femme. Non, voyez-vous, j'étais préoccupé. Nous marchions côte à côte sur la croisette. Un soleil brûlant liquéfiait le bitume qui collait aux semelles de nos chaussures et dessinait bien net, bien noir, nos ombres sur le trottoir. Eh bien, elle était là, ma préoccupation. Devant moi. L'ombre que je projetais ne m'appartenait pas. Ses mouvements ne correspondaient pas aux miens. Ma morphologie n'avait aucun rapport avec ce faux dessin de moi-même. Je m'étais retourné pour voir si quelqu'un me suivant ne projetait pas cette ombre à la place de la mienne. Non. Il fallut bien se rendre à l'évidence. Mon ombre avait disparu et été remplacée par une autre ne m'appartenant pas. Il y avait comme un décalage entre ses pas et les miens. Si je levais un bras, elle levait le sien, mais avec un temps de retard. Vous savez, comme quand quelqu'un essaye de mimer vos gestes. Si je tournais la tête à gauche, il lui arrivait de la tourner à droite. Je n'ai rien dit à ma femme. Cela aurait pu l'affoler, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Non, mais vous avez parlé de votre femme au passé. Serait-elle là? Non. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue depuis notre divorce. Permettez-moi de continuer. Nous marchions donc sur la croisette, ma femme continuant à parler de choses et d'autres, moi de plus en plus préoccupé par ce phénomène inexplicable. Une jeune fille ravissante, en tenue légère, flânait devant nous. Bon, sur le moment, je n'y prêtais pas une attention particulière, mais je fus bien vite affolé, car je vis la main de l'ombre se lever lentement et se poser sur le postérieur de la jeune personne qui nous précédait. Oh! Espèce de cochon! Dégoûtant personnage! Mais mademoiselle, ce n'est pas moi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, madame, que cet abject et répugnant bonhomme vient de me mettre la main aux fesses. Voilà ce qui se passe. Oh oui! Oh, mais Geneviève, je te jure que ce n'est pas moi, c'est mon ombre! Tu te fiches de moi, dis? Non content de te comporter comme un satyre en ma présence, tu me prends pour une imbécile, hein? Oh. Mademoiselle, je vous prie d'accepter les excuses d'une femme outragée par la libido impudique de son mari. Mademoiselle, Geneviève, je vous jure que je n'ai rien fait, mais que effectivement j'ai vu mon ombre lever la main pour se poser... Assez! Rentre immédiatement à l'hôtel. Nous réglerons cette affaire en tête-à-tête. Il n'est pas nécessaire que toute la croisette soit au courant de ta perversité sexuelle. De mon infortune. Oh mon Dieu! Mon Dieu, que je suis malheureuse! Voilà, monsieur l'inspecteur, la naissance de mon histoire incroyable. Inutile de vous dire que le tête-à-tête avec ma femme à l'hôtel a été plutôt rageux et qu'il s'est soldé par un divorce où tous les torts m'ont été imputés. Oui. Ah, j'avoue, c'est une histoire curieuse et je comprends mieux maintenant les hésitations que vous aviez au début de votre récit. Mais dites-moi, vous m'avez bien dit tout à l'heure que cette aventure s'est passée il y a maintenant 11 ans. Oui, monsieur l'inspecteur. Alors, pourquoi diable venez-vous seulement maintenant nous la conter? Eh bien, par lâcheté, monsieur l'inspecteur. Oui, par lâcheté et aussi par intérêt. Par intérêt? Oui, par intérêt. Voyez-vous, je n'étais pas fâché de divorcer. Non, j'étais même plutôt heureux. Dans cette aventure, je n'aurais jamais eu le courage de prendre une décision aussi grave. Ma femme et moi, vous avez pu le comprendre, nous ne nous entendions plus très bien. Et puis cette ombre, eh bien, je dois l'avouer, je m'en suis servi. Vous en êtes servi? Alors, voyez-vous, je serais curieux d'apprendre comment on peut se servir d'une ombre. C'est très facile, monsieur l'inspecteur, vous allez comprendre. Je n'avais pas eu depuis mon mariage d'aventure amoureuse. J'avais même oublié qu'un homme d'une quarantaine d'années puisse encore prétendre en avoir. Eh bien, l'ombre se révéla l'entremetteuse la plus efficace qui se puisse imaginer. Elle ne pouvait résister à la tentation de poser sa main sur les rotondités qui se trouvaient à sa portée. En plus, son goût était d'une sûreté à toute épreuve. Ah ça oui, je dois avouer que son goût était parfait. Oh, bien sûr, j'ai reçu des claques, beaucoup de claques, mais j'en assumais les risques. Cela faisait partie du jeu. Et puis, les réussites étaient plus nombreuses qu'on ne pourrait l'imaginer. Alors, on oublie vite l'affront d'une gifle quand un fréminois vous sourit d'un air engageant. Enfin bref, en quelques semaines, ma vie amoureuse s'était enrichie d'une telle collection de souvenirs charmants que les scrupules ne m'étaient offerts pas très longtemps et que je profitais avidement des occasions qui m'étaient offertes.
Mais non, je ne vois pas dans tout cela aucune raison pour vous plaindre de cette ombre. Ah non, bien sûr. Aussi n'est-ce pas pour cette raison que je viens porter plainte. Ah, bon. Oui, mais si vous le permettez, monsieur le commissaire, j'aimerais continuer mon histoire. Nous ne nous quittions pratiquement jamais, mon ombre et moi. Nos seules séparations se produisaient les jours où il pluvieux, mais pour un temps très limité. Il suffisait qu'une lampe soit allumée, que je passe sous un réverbère, qu'une quelconque source lumineuse vint à m'éclairer, pour qu'elle réapparût, parfois floue, gracile et fugitive, parfois pleine, longue, et comme en relief. Une espèce de complicité était née entre elle et moi. Je dois dire que nous nous entendions à merveille. Oui, nous étions heureux, mon ombre et moi. Jusqu'à son premier crime. Quoi? Un crime? Oui, monsieur l'inspecteur. Un crime. Et croyez bien qu'il me faut beaucoup de courage pour vous avouer cela, car elle ne me pardonnera jamais. Qui ça? Mon ombre. Ah, parce que d'après vous, elle entend tout ce que nous disons en ce moment. Mais vous n'avez pas compris, monsieur l'inspecteur. Vous n'avez pas compris qu'elle me suit partout. Que si vous allumez cette lampe-là, elle va surgir entre vous et moi. Que si le plus pâle rayon de soleil venait à filtrer par la fenêtre, elle viendrait se plaquer aussitôt contre le mur, juste derrière vous. En ce moment même, elle est omniprésente. Je la sens là tout près. Et jamais, vous m'entendez? Jamais elle me pardonnera cette délation, car elle m'aime, monsieur l'inspecteur. Et elle estime que tous les crimes qu'elle a commis, elle les a perpétrés pour moi. Tous les crimes? Non, mais expliquez-vous, monsieur, combien? 11. Ah, nom de Dieu, mais c'est une histoire de fou. Vous voyez, monsieur l'inspecteur, vous avez lâché le mot. Fou, c'est une histoire de fou, je vous l'avais bien dit. La première fois qu'elle tua, c'était il y a 10 ans. J'étais entré dans ce cabaret de Pigalle, alléché par l'aboyeur. Vous êtes seul, monsieur? Oui. Voulez-vous me suivre? Pardon, excusez-moi. Voici la meilleure trappe, monsieur. Merci. Vous me donnerez un scotch avec de la glace, je vous prie. Bien, monsieur. Monsieur a-t-il une préférence? Non. Bien, monsieur. Un scotch. Sophie, il y a un micheton 8, tu veux t'en occuper? 8? Ah ouais. Dis donc, il a une certaine classe, ce bonhomme. Oui, ben moi je m'en fous de sa classe, hein. Tout ce que je veux, c'est qu'il consomme. Et un maxi. Bien, bien. N'empêche qu'il a de la branche, ce mec. Oui, écoute, n'en fais pas trop quand même, hein. Parce que ton Jules vient de se pointer. Et tu sais comme il est susceptible et jaloux. Oh, il m'emmerde, celui-là. Je te jure que je donnerais cher pour le laisser tomber. Fais gaffe, Sophie. C'est pas un enfant de cœur, il est dangereux. On l'appelle pas Max le braqueur pour des prunes. Je sais, je sais. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. M'offririez-vous un verre? Mais avec choix. Asseyez-vous. Que voulez-vous boire? Eh bien, comme vous, un scotch. Maître d'hôtel. Un deuxième scotch, je vous prie. Bien, monsieur. Alors, mademoiselle? Mademoiselle comment? Sophie. Sophie. C'est un bien joli prénom. Vous travaillez dans ce cabaret? Eh oui. Vous êtes artiste? Hélas, non. Je voulais être artiste, mais je ne suis qu'entraîneuse. Oh mon Dieu. Mhm. Il n'est peut-être pas trop tard. Vous êtes jeune et bien jolie. Que vouliez-vous faire? Je voulais chanter. Oh, eh bien, voyez-vous, comme parfois le hasard fait bien les choses, il se trouve que mon meilleur ami est Paul Bushman, un des plus grands éditeurs de chansons, on peut même dire du monde. Non, c'est vrai? Vous le connaissez? Je vous dis, c'est mon meilleur ami. Nous avons usé nos fonds de culotte pendant près de 10 ans sur les mêmes bancs de la maternelle à l'université. Nous nous voyons très souvent et je sais que depuis quelque temps, il est passionné par la découverte de jeunes talents. Oh mon Dieu, ce serait formidable. Et vous pourriez me le présenter? Mais bien sûr. Oh, ce serait merveilleux. Pouvoir enfin sortir de ce trou. Ne plus avoir à faire les 12 yeux tous les soirs à de pauvres types pour les obliger à consommer. Et surtout pouvoir quitter enfin cette affreuse brute de Max. Ah,
je crois rêver. Oh là, comme vous y allez. D'abord, il n'est pas dit que mon ami vous trouve du talent. Qui est ce Max si brutal dont vous venez de parler? C'est mon ami. Enfin, c'était mon ami. Ah. C'est lui qui m'a entraîné dans cette boîte. J'en peux plus. Je ne veux plus le voir. Il est là tous les soirs, surveillant tous mes gestes, épiant mes allées et venues. Alors j'ai décidé il y a 2 jours de le plaquer. Mais j'ai peur. Il n'accepte pas, il revient ici me relancer, il est complètement fou. Alors vous pensez bien, rien que d'imaginer que je peux rencontrer Paul Bushman, le plus grand découvreur de vedettes. Oh oui, vous avez raison. Pendant un instant, j'ai cru rêver. Écoutez, voilà ce que nous allons faire. J'appellerai mon ami demain matin pour fixer un rendez-vous. Pouvez-vous m'appeler, disons, vers midi? Tenez, voici mon numéro. Merci. Oh, vous êtes gentil. Demain, je vous jure qu'à midi pile, je vous appelle. Mais j'y compte bien. Maintenant, je vous laisse. Je n'aurai pas le courage de vous faire dépenser de l'argent. Et si je ne le fais pas, je vais me faire rattraper par la direction et Max. Au revoir. À demain. À demain. Qu'est-ce que tu fous? Tu laisses tomber ton client maintenant? Oh, fiche-moi la paix si tu veux. Je fais ce qui me plaît. Tu vas nous racler devant tout le monde? Hein? Dis, tu vas retourner là-bas et faire cracher ce cave. Tu m'as compris? Jamais, tu m'entends? Jamais. Parce que ce cave, comme tu dis, c'est peut-être le type qui va me permettre de sortir de ce bouge, de te laisser tomber, toi et toutes tes sales combines, et vivre, enfin, vivre. Tu vas la fermer, dis, tu vas la fermer. Max, on ne fait pas le con ici. Tu vas nous attirer des ennuis. On laisse tomber, hein? Vos salades, vous les réglerez ailleurs. Tu sais très bien qu'au moindre scandale, on vous ferme la tôle pour 6 mois. Oui, t'as raison, Pierrot, t'as raison. Mais toi, ma fille, tu n'emporteras pas au paradis. Eh, dis donc, Pierrot, qui c'est ce micheton 8? Mais j'en sais rien, moi, c'est un client que j'ai jamais vu. Je vais m'occuper de lui. Non, pas ici. Mais non, Pierrot, mais non. N'aie pas peur. Oh, maître d'hôtel. Ah, monsieur, combien vous dois-je? Monsieur n'attend pas le spectacle, celui-ci va commencer dans un instant. Non, je vous remercie. Monsieur va le regretter, nous avons un des meilleurs spectacles de Paris. Non, pas ce soir, je reviendrai. Bien, monsieur. Ça fait 50 francs avec le service. Tenez. Merci, monsieur. Bonsoir. Salut. Monsieur? Alors, on débauche des jeunes filles? Pardon? Pardon, je vais t'enfiler des pardons, moi. Allez, viens par ici, Pépère. Il m'avait pris par le revers de mon veston et entraîné dans une impasse. C'est alors, monsieur l'inspecteur, que mon ombre le saisit au cou et serra. Il s'affaissa doucement, sans un bruit, devant moi, mort. Inutile de vous décrire l'état dans lequel j'étais. Je remis un peu d'ordre à ma tenue et rentrai vite chez moi. Que pouvais-je faire d'autre? Aller au commissariat dire aux agents que mon ombre venait d'assassiner un homme? Oh, sincèrement, croyez-vous, monsieur l'inspecteur, que j'aurais pu m'en tirer avec moins de 5 ans d'asile? Oui, évidemment. Max Lebrac. Je me souviens de cette histoire. C'était un petit truand de peu d'envergure, mais considéré comme dangereux. 2 condamnations pour vol à main armée, un non-lieu pour une sordide histoire de proxénétisme. Oui, je me souviens. L'enquête qu'on avait menée sur les circonstances de sa mort n'avait rien donné. Et nous avions conclu un règlement de compte. Sans grande conviction d'ailleurs, la strangulation n'étant pas une méthode employée par les truands. Mais nous avions interrogé sa petite amie. Sa photo avait paru dans tous les journaux à l'époque. C'est ce qu'il a lancé d'ailleurs. Oui, mais monsieur l'inspecteur, c'est elle. Je ne l'ai jamais revue, sinon en scène comme tout le monde. Oh, quelle histoire! Quelle histoire! Commencez-vous à y croire? Bien sûr, bien sûr. Vous me décrivez des faits qu'on avait pu inventer. Le nom de ce petit truand, l'endroit où nous l'avons découvert, une impasse à Pigalle. La strangulation, nous n'en avons jamais parlé aux journalistes. Non, tout cela est vrai. C'est l'ombre que j'ai du mal à avaler. Bon, ouais, vous en conviendrez vous-même, la chose est difficile à croire. Le 2e crime qu'elle a commis vous prouvera que seul un être surnaturel ou immatériel pouvait l'accomplir. Le mois de mai de cette année-là était splendide et Paris m'était devenu insupportable. Je décidai d'aller passer une dizaine de jours sur la côte. Je descendis à Monte-Carlo, à l'hôtel de Paris, et m'amusai à jouer les milliardaires quelques heures par jour. Il suffit pour cela d'aller tous les soirs à la même heure au bar de l'hôtel. Avez-vous un scotch avec beaucoup d'eau, Alexandre? Je suis complètement déshydraté.
Ce n'est pas étonnant, monsieur, il a fait très chaud aujourd'hui. Oui, et en plus, j'ai absolument voulu assister aux essais du circuit, alors. Vous pensez, 5 heures en plein soleil, ça vaut tous les saunas du monde. Enfin, je ne me regrette pas. Car je peux vous assurer que dimanche, le circuit de Monte-Carlo sera gagné haut la main par Schlesser. Je n'en suis pas aussi sûr que vous, monsieur. Pourquoi avais-je dit cela? Pourquoi avais-je si imprudemment jeté cette espèce de défi? Moi qui en automobile serais incapable de faire la différence entre une traction et une Ferrari, et qui de plus n'avait jusqu'à ce jour jamais assisté à la moindre compétition. Peut-être rêvais-je, peut-être étais-je subjugué par cette apparence de richesse et de puissance. Enfin, toujours est-il que le gant était lancé et qu'il n'allait pas tarder à être levé. Seriez-vous prêt, monsieur, à faire un pari? Pourquoi pas? Bien. Et qui voyez-vous comme vainqueur? Monsieur, je ne sais pas, mais je ne crois pas en Schlesser. Il a pourtant fait les meilleurs temps aujourd'hui. Il est en pleine possession de ses moyens. C'est possible, mais je le répète, je ne le vois pas passer la ligne d'arrivée en tête dimanche. Parieriez-vous 100 000 francs? D'accord. Alexandre, vous serez l'arbitre de cet enjeu. Nous allons faire le chèque maintenant et vous en serez le dépositaire. Avec joie, monsieur Veller. À quel nom dois-je libeller le mien, monsieur? Monsieur Véron. V-E-R-O-N. Veller s'écrit bien W-H-E-L-E-R. C'est ça même. Puis-je me permettre de vous inviter dimanche à la tribune d'honneur? Nous pourrons nous déplacer à l'intérieur du circuit et voir la course aux endroits les plus intéressants. La chicane, la montée du casino. Et surtout, la sortie du tunnel. Je vous remercie. J'accepte avec joie votre invitation. Inutile de vous dire, monsieur l'inspecteur, que le chèque que je venais de signer crânement représentait toutes les économies accumulées en 30 ans de labeur. Et que si je perdais, il ne me resterait même pas de quoi payer mes 10 jours d'hôtel. En y réfléchissant, j'aurais dû avoir des sueurs froides toute la semaine, réaliser la folie que je venais de commettre, redescendre sur terre. Eh bien non. Une espèce d'inconscience m'avait envahi et je planais dans une douce euphorie, continuant tous les soirs à la même heure à sacrifier au rite du bar et à rencontrer mon adversaire avec lequel j'entretenais les relations les plus cordiales. Le pari était maintenant connu de tout l'hôtel et l'on me saluait avec déférence. J'étais enfin sorti de l'anonymat. Le dimanche suivant, Veller vint me chercher à 11 heures et nous allâmes déjeuner au restaurant du circuit. J'y croisai toutes les célébrités du monde automobile et du monde tout court. Et je ressentis une espèce de fierté. Les potins, les bons trains, et je n'étais pas étranger à l'alimentation de ceux-ci. Je le voyais bien au clin d'yeux, au coup de coude qui se donnait à notre passage. Nous allâmes ensuite à la tribune officielle et assistâmes aux ultimes préparatifs de la course. Messieurs les journalistes sont priés de gagner leur temps et de quitter la piste. Le départ va être donné dans quelques instants. Dégagez la piste, s'il vous plaît. Le départ va être donné dans quelques instants. Dégagez la piste. Mon cher ami, je crains que dans quelques heures, vous ne soyez délesté de 100 000 francs. Voyez, les coureurs sont en train de gagner leur place et vous pouvez constater que Schlesser est à la ligne numéro 1, ce qui prouve bien qu'il a fait les meilleurs temps aux essais. Or, ce circuit est très étroit et difficile. Quand on part en tête à Monte-Carlo, on a peu de chances d'être doublé. Quel départ! Vous avez vu ça? C'est très impressionnant. Nous allons attendre 2 ou 3 passages pour voir comment se comporte celui qui est le responsable de notre pari. Et puis nous irons faire un tour à la terrasse du restaurant où nous étions tout à l'heure. Et là-bas, on embrasse une grande partie du circuit. Les places, ils sont chers, mais j'ai mes entrées. Je vous remercie de votre tutelle, car sans vous, je n'aurais jamais pu assister à cette extraordinaire ambiance au sein même de la course. Je vous en prie. Notre pari est d'une telle importance qui justifie amplement mon attitude envers vous. Mais quand bien même l'enjeu n'existerait pas, la sympathie que vous m'inspirez, c'est une raison suffisante pour faire de moi votre Cicérone dans cette compétition. Vous êtes trop aimable. Ah, merci Schlesser. Pointez au passage, nous verrons combien il faut le tour. À combien doit-il tourner? Oh, une 52, une 53, nous ne sommes qu'au début de la course. Les coureurs prennent la vitesse de croisière qui est vers le 10e tour. Ah, oui. C'est en quelque sorte l'échauffement. Et c'est cela même. La machine ainsi que l'homme ont besoin que les rouages et les circuits s'adoucissent, qu'ils se fluidifient. Alors seulement tout se déroule comme il se doit, tout baigne dans l'huile, si je peux m'exprimer ainsi, au propre comme au figuré. C'est une course très agréable. Le circuit n'est pas très long, on peut facilement pointer les participants.
On est ainsi au fait de tous les incidents de la course. La moindre seconde de retard nous est connue. La plus petite défaillance mécanique ou humaine nous est sensible. Et j'aime beaucoup cette compétition. Mon Dieu, monsieur, vous en parlez avec une telle chaleur qu'on est malgré soi entraîné dans cette ronde infernale par un enthousiasme sans cesse grandissant. Et tant mieux si j'ai pu vous faire partager ma passion. Attention, je laisse peut-être vous de la ligne droite. Je vais en connaître en son temps. Encore un peu. Top. Eh bien. Vous voyez, que disais-je 1,51. Et c'est bien, c'est très bien. Ah, je crains pour vous, monsieur Véron. Je crains pour vous. Mon ami Vénère, car il était devenu mon ami, me fit passer, monsieur l'inspecteur, une des journées les plus excitantes de mon existence. Nous allâmes, comme il me l'avait offert, sur la terrasse du restaurant où nous avions déjeuné. Et là, entourés par les plus belles femmes qui se puissent imaginer, nous assistâmes à la ronde effrénée des bolides. De cet endroit, on découvrait effectivement une grande partie du circuit. Les voitures sortaient du tunnel comme des diables jaillissant de leur poire. Rétrogradaient pour aborder la chicane, redémarraient de plus belle sur une partie droite longeant la mer, freinaient à mort au bout du port, prenaient un virage en épingle à cheveux, repartaient au maximum de leur puissance, jusqu'en dessous de nous, grimpaient la cour du casino, disparaissaient l'entendu pendant 1 minute pour réapparaître de nouveau à la sortie du tunnel. Champion, à votre description de la course est passionnante, monsieur, on s'y croirait. Permettez-moi cependant de vous faire remarquer que vous êtes ici pour me parler de votre ombre. Depuis quelques instants, celle-ci a complètement disparu. Le soleil se serait-il caché? Non, point. Pardonnez-moi, inspecteur, cette longue présentation, mais il est nécessaire à la compréhension de l'histoire. Schlesser était de loin le plus fort. Il caracolait en tête et chaque tour voyait son avance se conforter sensiblement. À la mi-course, il possédait près de 3 minutes d'avance sur ses adversaires. Et les économies prenaient de ce fait irrémédiablement leur envol vers les coffres de Vénère. C'est à ce moment que celui-ci me proposa de redescendre sur le circuit et d'aller nous placer à la sortie du tunnel, juste avant la chicane. Ce tunnel est la grande difficulté du circuit. Les coureurs arrivent à grande vitesse, inondés de soleil pour se plonger brusquement dans ce trou éclairé artificiellement par un endroit. Et réapparaissent quelques secondes plus tard à la lumière du jour. La vue est vigoureusement agressée par ces changements subis d'éclairage et la fatigue aidant, les pilotes terminent la compétition extrêmement éprouvés. Je regardais les bolides surgir du trou les uns derrière les autres dans un bruit infernal et rétrograder pour passer la chicane à vitesse réduite. Quand je vis une main énorme se profiler tout en haut du tunnel, je fus en une seconde inondé d'une sueur glacée. Je tremblais comme une feuille. Une indicible angoisse me serrait la gorge. Cette main, c'était mon ombre qui la projetait. Elle était là, tapie comme une araignée gigantesque, guettant sa proie. Et sans que je pût faire quoi que ce soit, qu'aurais-je bien pu faire d'ailleurs, elle vint brusquement se plaquer sur les yeux de Schlesser, qui sortait à toute vitesse du tunnel. Cet accident qui coûta la vie du grand champion demeura inexpliqué. J'étais le seul à en avoir vu et à connaître le coupable. Cette ombre qui vint se poser sur les yeux du pilote, l'aveuglant à un moment crucial de la course, lui fit percuter de plein fouet la chicane. En quelques secondes, la voiture fut transformée en un brasier. Quand les services de sécurité arrivèrent enfin à éteindre le feu, on sortit de la carcasse carbonisée du bolide un pauvre corps disloqué, calciné, où il était difficile de reconnaître le plus grand pilote de ces dernières années. Vénère, sportivement, me régla le montant du pari, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Il mit sur le compte de l'accident mon visage livide et mon tremblement nerveux, et il ne sut jamais que mon ombre venait non seulement de me sauver de la ruine, mais de doubler mon capital en commettant cet horrible crime. Ah, monsieur, je suis abasourdi par vos révélations. Je ne sais qu'en penser, tout cela est tellement invraisemblable, tellement insensé. D'un côté, bien sûr, je suis tenté de croire à la véracité de vos dires. La chronologie des faits, les noms, les dates ne sont pas inventés. Ils correspondent à la virgule près à ce que nous connaissons de ces deux affaires, qui sont, je vous le signale, classées. Car il y a prescription. Elles datent l'une et l'autre de plus de 10 ans. D'autre part, je ne puis admettre l'invraisemblance de ces deux crimes commis par une ombre. Le dernier accident a pu être provoqué par une défaillance mécanique ou humaine. C'est d'ailleurs ce à quoi a conclu l'enquête. Monsieur l'inspecteur, je puis vous jurer sur mon âme que je n'ai rien inventé.
que tout ce que je vous ai conté est la plus stricte vérité. Quand bien même vous arriveriez à me convaincre, monsieur, quel juge d'instruction, quel jury d'assises écoutera vos déclarations, sans douter de votre équilibre mental? Oh, il faut répéter mes propres paroles, monsieur l'inspecteur. Souvenez-vous qu'au début de notre entretien, je vous ai dit que j'avais conscience de l'étrangeté de mon histoire. Oui, non, pardonnez-moi, je sais, je ne sais que penser. Je suppose que les 9 autres crimes sont tous de la même facture. Tous, monsieur l'inspecteur. Prenons par exemple le 5e, qui m'a valu de gagner une petite fortune. J'étais allé ce dimanche à Auteuil. C'était l'ambiance des grands jours, le grand steeple, qui attire, vous le savez, une foule énorme. Et pour peu que le soleil soit de la fête, c'est toute une foule bigarrée qui se presse et se félicite sur les champs de course. Un peu perdu au milieu de ce monde étrange, je fus tout heureux de m'entendre interpeller. Monsieur Véron, mais quelle surprise et quelle joie de vous retrouver ici. Oh, par exemple, monsieur Véler. Mais qu'étiez-vous donc devenu? Vous avez disparu de Monte-Carlo sans crier sans même venir me faire vos adieux. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais de mauvaises nouvelles d'un des membres de ma famille m'ont obligé à abréger mon séjour, et je n'ai pu vous joindre avant mon départ. Vous êtes tout excusé. Et puisque la chance croise de nouveau vos chemins, vous ne m'échapperez pas facilement. Ah. Venez-vous au grand steeple d'Auteuil exploiter vos extraordinaires dons de pythonisme et m'en ferez-vous profiter? Oh, comme vous y allez, les dons de pythonisme. Hélas, je n'en ai aucun. Non, je suis venu à Auteuil que pour profiter de cette magnifique journée. Oh, alors, vous ne ferez jamais croire que vous n'allez pas risquer quelque argent sur un des favoris. Oh, premièrement, je ne m'intéresse pas suffisamment aux courses. Je serais bien incapable de vous dire quels sont les favoris. Et deuxièmement, si par hasard je jouais, ce serait certainement pas sur un crack. Car malgré mon ignorance, je sais que si l'on veut gagner une somme importante, il faut jouer un cheval mal coté. Ah, serait-ce une indication? Oh mon Dieu, non. Et ce fut, vous vous en souvenez, monsieur l'inspecteur, cette fameuse hécatombe dont on parle encore aujourd'hui. 13 chevaux au départ, 3 à l'arrivée. 10 magnifiques champions tombèrent et se blessèrent. Il fallut en abattre 3 dont les jambes s'étaient brisées. Le jockey de l'un d'eux succomba pendant son transport à l'hôpital, et contre toute attente, l'arrivée des 3 chevaux dans l'ordre où je les avais joués. Ce qui me valut la coquette somme de 788 000 nouveaux francs. Aucune explication ne put être donnée sur cet incroyable massacre. Et quelle est votre version? Mon ombre, bien sûr. Elle se manifesta brusquement devant Asturie qui menait la course. L'animal fit un écart, projetant son jockey dans les airs, puis tomba, provoquant la chute de tout le peloton. Seuls les 3 derniers, qui avaient déjà 10 bonnes longueurs de retard, continuèrent et passèrent la ligne d'arrivée. Là encore, je ne puis que constater l'authenticité de vos déclarations. C'est bien ainsi que fut relaté l'accident, mis à part, bien entendu, l'ombre, dont il ne fut jamais donné mention dans aucun des procès-verbaux. Mais sur ce point, convenez-en, si je veux rester inspecteur et espérer devenir commissaire par la suite, il m'est difficile de demander à mes supérieurs l'autorisation d'arrêter l'ombre de M. Véron. Mais alors, inspecteur, vous me condamnez à mort? Non, alors, non, il ne faut rien exagérer. Vous m'avez dit vous-même qu'elle vous aimait, il n'y a aucune raison pour qu'elle vous tue. Hélas, si, car je vous l'ai dit, elle ne me pardonnera jamais d'avoir divulgué ses secrets. Non, d'ailleurs, je ne me faisais guère d'illusions en venant vous trouver. C'est déjà beau que vous ayez daigné m'écouter aussi longtemps et avec tant de compréhension. Je vous remercie sincèrement de votre obligeance et vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais vous n'avez pas à vous excuser, monsieur. Croyez bien que vous m'avez profondément troublé. Je suis désolé de ne rien pouvoir faire pour vous aider. Vous me donnerez votre numéro de téléphone, votre adresse. Je me permettrai de temps à autre de vous joindre pour avoir de vos nouvelles. Voici ma carte. Au revoir, monsieur, et merci encore. Je vous accompagne. Voilà. Au revoir, monsieur. Eh bien, mon vieux, je sais pas ce qu'il t'a raconté, mais ça a duré un moment. Ah, mon petit Boileau, voilà plus de 20 ans que je suis dans la police. J'en ai vu, tu t'en doutes, et tu le sais, des vertes et des pas mûres, mais ce que je viens d'entendre, ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ah, diable! Pour que l'inspecteur Cognard parle ainsi, il faut vraiment que ça sorte de l'ordinaire. Raconte. Non, ne m'en veux pas. Non, je me sens pas le courage de te raconter tout ce que cet homme m'a dit. Oh, et puis j'en ai marre de ce bureau. Viens, on va bouffer. Tiens, le soleil s'est caché. C'est mon bonhomme qui va être content. Pourquoi? Il aime pas le soleil? Pas spécialement, non.
Ah bon? Où on va bouffer? Chez Francis? Ouais, c'est encore l'endroit où on rencontre le moins de flics. On y va à pied. Ouais, ça fera pas de mal de prendre un peu d'air. Ah, puis moi, j'ai besoin de me changer les idées. Ah bah dis donc. Il t'a rudement sonné, le mec. Un peu, oui. Ah, mais j'y pense. Il y a une ombre au tableau. Ah non, merde, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Hein? Mettre à quoi? Ah non, rien. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah oui. Non, j'aimerais bien tout de même que l'on fasse une filature discrète de mon bonhomme. Qu'est-ce que tu crains? Rien de spécial, mais je sais pas pourquoi je suis inquiet pour lui. Non, je peux pas savoir ce qu'il t'a raconté? Non, mais m'en veux pas, mon vieux, mais franchement, je m'en sens pas le courage. Bon, on raconterai ça plus tard. Si c'est pas. T'as son adresse? Ouais, il m'a donné sa carte. Tiens, la voilà. Merci. Commande-moi à bouffer comme toi. Pendant ce temps, je vais donner un coup de fil à Georges. Il a rien à foutre en ce moment. Il pourra filer ton bonhomme. Salut les poulets. Salut. Bonjour, Georges. Alors, la filature? Eh ben, bien. Bien, mais spécial, hein? Et non, il est complètement siphonné, votre bonhomme. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, d'abord, vous allez voir. J'ai tout noté sur mon carnet. Premièrement, nous sommes allés, lui, devant au mois derrière, chez un fabricant de parapluies. Là, il a fait l'acquisition d'un de ces grands pébrocs bleus qu'employaient les lavandières dans le temps. Bon, bah, après tout, ça le regarde, pas vrai? Ensuite, nous sommes allés chez un électricien. Il est ressorti sans son pébroc. J'ai donc attendu qu'il s'éloigne un peu, puis je suis entré à mon tour dans la boutique. Ayant montré ma carte, j'ai demandé à l'électro ce que mon client voulait. Le client qui vient de sortir? Mais il est azimuté au dernier degré. Il m'a demandé d'installer au bout de chaque baleine de son parapluie une ampoule, de mettre des fils le long du manche et d'y brancher une petite batterie sèche de 12 volts. Alors j'ai d'abord rigolé, mais vu le prix qu'il y met, il aura son pébroc électrique demain matin, alors ça je vous le jure. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il va foutre d'un pébroc lumineux? Je crois comprendre. Ah bon? Ah bah dites quand vous aurez un moment, hein. Vous pourrez me mettre au parfum parce que je voudrais pas mourir trop con. Promis, je t'expliquerai. Maman, regarde le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça, je ne sais pas, ma chérie. Mais c'est joli. Je vous ai demandé de venir avec moi, inspecteur, parce que ce mec, il est franchement fou. Non mais regardez-le avec son parapluie allumé. Il fout la pagaille dans toutes les rues où il se balade. Je sais, Georges, je sais, je vais lui parler. Bonjour, monsieur Véron. Comment allez-vous? Oh, monsieur l'inspecteur, bien, je vais bien. Vous voyez, j'ai résolu mon problème grâce à cette petite invention de mon cru. J'ai définitivement chassé toutes mes angoisses. Mon ombre est écrasée par la lumière que diffuse mon parapluie au-dessus de moi. Oui, mon ombre est morte. Elle ne me poursuit plus. Cela n'a qu'un ennui de longues, de très longues et affreuses insomnies. Je ne peux dormir, la lumière devant rester permanente. Vous comprenez, je suis fatigué, monsieur l'inspecteur. Fatigué. Bonsoir, inspecteur. Me voici rendu à mon domicile. Bonsoir. Ben, bon Dieu, où étais-tu? Ben, chez moi, inspecteur. Je t'avais demandé de le surveiller. Oui, mais pas chez lui. Vous pouvez quand même pas aller coucher chez lui. Oh, bon, Ah. excuse-moi. Bon. Eh ben, alors, le matin, je me suis pointé au bas de son immeuble, comme les jours précédents. Et puis, au bout de 3 heures, le voyant pas sortir, je suis entré. J'ai demandé à la concierge si elle l'avait vu, elle m'a dit que non. Et puis que ça l'étonnait parce qu'elle réglait sa pendule sur lui. Ouais, une vraie horloge, qu'elle m'a dit. Alors, on est monté voir, on frappe, rien. La porte était fermée à clé. J'ai fait venir un serrurier. Après, puis c'est pas possible, on a ouvert, il était là, mort, assis à sa table. Le parapluie était à côté de lui. Il marchait plus, hein, les batteries à plat sans doute. Mais alors, ce que je comprends pas, inspecteur, c'est que tout était fermé à clé avec des barres de fer en travers de la porte, et que le médecin a foutu sur le rapport, mort par strangulation.
C'était Ombre portée, une pièce de Philippe Clé. Madame Véron, c'était André Hamon. La môme Marie-Françoise Bard, Sophie, Erika Densler. Les inspecteurs Cognard et Boileau, Georges Vode et André Neury. Julien Sacha Solnia, Georges Milo. Le maître d'hôtel Gérard Carrat. Max Olivier Brun. Veller Robert Schmid. Et dans le rôle de Monsieur Véron, Claude Parra. Assistante Geneviève Bovard. Mise en onde, Éric Miche.